Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. De la neige et des températures bien en deçà des normales saisonnières. Comme prévu, la vague de froid venue de Sibérie s'intensifie. 3 départements sont en alerte orange. Nous retrouverons nos correspondants dans le Var ainsi qu'à Strasbourg. Quelle réforme pour la SNCF? Le gouvernement vient de dévoiler sa stratégie et entend mettre fin au statut des cheminots. Va-t-on vers un bras de fer? Le Premier ministre veut recourir aux ordonnances. Nous verrons pourquoi avec Guillaume Daré en direct de Matignon. Le bio recrute alors que le salon de l'agriculture bat son plein. Et à 24 heures de l'annonce des chiffres du chômage, vous découvrirez notre dossier consacré à l'emploi dans cette filière. Fanny Stenner nous parlera de ce secteur dont le chiffre d'affaires a progressé de 11,9% l'an passé. Dans votre 13h, nous parlerons aussi de l'AVC. Comment se remettre d'un accident vasculaire cérébral? C'est dans notre pays la première cause de handicap chez l'adulte. Vous verrez que des progrès ont été réalisés dans la prise en charge des patients. Jean-Daniel Flezaquet nous expliquera l'importance de la rééducation. Enfin, notre feuilleton cette semaine est consacré à Claude François. L'artiste est mort le 11 mars 1978, il y a presque 40 ans. Il jouit encore d'une incroyable cote de popularité. Certains fans lui vouent même un véritable culte. Même au cœur de l'hiver, cette brusque chute des températures a de quoi surprendre. Préparez-vous à grelotter cette semaine. Le froid s'installe, il y en a pour quelques jours. Avec son lot de désagréments, les gestes du quotidien, même parfois les plus simples, deviennent subitement pénibles. Étienne Prigent avec Philippe Fivet. Pressé de rentrer en classe et surtout d'échapper au froid. Moins 5 degrés à Lyon, moins 11 degrés ressentis. Ce matin, écoliers comme parents étaient emmitouflés, l'ambition couvrir le moindre centimètre carré de peau. Ça pique un peu, surtout en patinette, mais ça va, un petit quart d'heure de patinette, ça réveille. Ça fait du bien, ouais. On leur a mis des gants, on va leur mettre des écharpes, on va leur mettre des gros bonnets. On est bien couverts, bonnet, écharpe, et d'habitude je mets pas tout ça, donc là on a bien besoin aujourd'hui en tout cas. Moi c'est le soleil qui, ça donne le sourire et puis il fait un peu plus chaud dans le cœur, voilà. Pas de quoi changer ses habitudes en tout cas pour certains, qu'ils soient coureurs en tenue légère ou cyclistes plus équipés. La définition même, c'est de faire de l'exercice, donc de produire de la chaleur, donc de ne pas avoir froid. En roulant, on a chaud. On peut se dire qu'il y a plus de vent encore. Il est dans le dos ce matin, ça va. 20 à 30 km/h de vent. C'est bien la première fois que tu me demandes les gants. Et des rafales qui soufflent particulièrement sur les hauteurs de Fourvière. Ça caille. Hein, honnêtement, il fait vraiment pas chaud. Hein. C'est le ressenti surtout qui est glacial. On regrette quand on sort sans gants. C'est vrai. Donc on alterne une main, puis hop, on change et on regrette. Demain, il devrait encore faire très froid à Lyon, jusqu'à moins 7, moins 8 degrés, avant un retour à des températures positives mercredi. Voilà un phénomène national et qui va s'intensifier dans les prochains jours. Hugo Puffnet, bonjour, vous êtes dans le Grand Est, à Strasbourg, où les températures sont largement négatives. Et c'est parti pour durer, Hugo. Oui, Nathanaël, il faisait très froid ce matin à Strasbourg au réveil, moins 7 degrés, et ça devrait durer encore quelques jours. Météo France annonce que cette vague de froid devrait durer jusqu'à mercredi, au moins avec des températures négatives dans tout le pays, jusqu'à moins 10 degrés ici dans l'est de la France. Mais ce qui rend ce froid encore plus difficile, encore plus pénible, c'est le vent qui souffle par rafale. Demain, on pourrait même atteindre localement des températures ressenties jusqu'à moins 18 degrés. Jeudi, ça va s'améliorer, mais on prévoit quand même soit de la neige, soit des pluies verglaçantes. Hugo Puffnet en direct de Strasbourg. Merci beaucoup, Hugo. Alors, c'est bien la quasi-totalité du pays qui doit faire face à des températures glaciales. Ce froid complique l'activité professionnelle de certains d'entre vous. Barbara Six et Patrick Wurstorn ont rencontré des artisans qui travaillent dehors. Un directeur aux petits soins Ça se passe bien avec son personnel. Malgré le froid. Avec des températures affichant moins 3 degrés ce matin, ce chef d'entreprise a décidé d'aménager le temps de travail de ses ouvriers. On a décalé notre horaire ce matin d'1 heure pour essayer de profiter un maximum de l'ensoleillement et du réchauffement un petit peu dans la journée pour dire de souffrir un petit peu moins. Voilà pour les hommes. Pour l'activité aussi, il faut s'adapter. Impossible de maçonner, encore moins de travailler le zinc quand il gèle. Le chantier prendra du retard. En attendant, la priorité, terminer la couverture. Il faut s'activer et puis voilà. Puis on n'a pas froid après. Même pas les mains gelées? Non, ça va.
Changement de ton à 3,50 m de hauteur. Sur le toit, le ressenti n'est plus le même. Il fait un peu plus frais avec le vent. Du coup, là, moi j'ai 2 pulls, la veste, je mets un pantalon, je mets un surpantalon aussi parce que sinon je suis trop froid aux jambes. Je suis pas comme mon collègue qui a pas froid. Pour se réchauffer, rien de tel qu'un bon café. C'est le réconfort là? C'est le réconfort. Il n'y a que du café, il n'y a pas de rhum. Un café bien chaud et surtout un équipement vestimentaire adéquat pour ces ouvriers habitués à travailler par tous les temps. L'important, c'est d'anticiper. Bon, on a une couche supplémentaire, vous voyez, on a les gants un peu plus gros, la cagoule, le tour de cou, et puis on se bouge. Se bouger, le bon remède pour maintenir une température corporelle de confort. Et pour certains, il suffit d'un petit rien pour faire oublier l'hiver. Faut pas croire, avec le soleil du nord, ça tape. C'est une sensation quand ils sortent du camion, et après ils s'activent toute la journée. Les conditions météo telles que tempête, tempête de neige, averse, orage, là c'est sûr on va pas mettre un grimpeur dans un arbre. En revanche, si c'est juste le froid, la température, non, ça travaille. Une activité pratiquée essentiellement avant la montée de sève dans les arbres. Pour ces travailleurs en extérieur, il faudra donc attendre le printemps pour s'offrir un peu de répit, encore un peu de patience. Et face à ces températures, 37 départements ont déclenché le plan Grand Froid. Plus de 3000 places temporaires d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes aux sans-abri. Les maraudes se multiplient bien sûr pour venir en aide à celles et ceux qui vivent dehors. Voyez le reportage de Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. C'était la nuit dernière dans les rues de Lyon. Moins 1 degré en début de soirée. Les bénévoles de la Croix-Rouge vont à la rencontre d'un sans domicile fixe qui a fait l'objet d'un signalement au 115. Café, non, rien. La communication est difficile, ils en resteront là. Disons qu'il parle à moitié italien, donc à première vue, il veut rien. Il veut rien. Il veut... Pas de café, pas de rien. Donc dans ces cas-là, on n'insiste pas parce que bon, des fois, il nous demande de... C'est pas lui qui a appelé, voilà. en fait, c'est un appel. Des citoyens qui a appelé, qui l'a vu dans la rue. Une partie de la nuit, ils sillonnent la ville. Dans un passage abrité du centre, ils vont rencontrer plusieurs hommes à la rue, parmi lesquels Yvon, originaire de Bretagne. Ça va, pas trop froid? Non, ça va. En Breton, on n'a jamais froid. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Un petit café? Une soupe? Oh, bon café. Avec une petite madeleine pour aller avec? Une petite douceur? Oui, je veux du chocolat. Il fait froid, mais disons qu'on tient le coup. Malgré tout, ils refusent l'hébergement d'urgence, une solution qu'ils jugent précaire et sans lendemain. Si on pouvait avoir un logement à longue durée, là d'accord, ce serait valable, mais sinon, c'est pas bon. Eux, on les suit, on les connaît, on voit qu'ils sont à peu près bien. Et voilà, il n'y a pas de danger, je veux dire, par rapport à d'autres qui sont complètement transis, désorientés. Il faut donc aller au-devant des situations les plus délicates et essuyer souvent des refus de prise en charge. Sur l'ensemble de la soirée, seuls quelques-uns accepteront d'être emmenés à l'abri. À Lyon, 200 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes dans des gymnases. Celui-ci peut recevoir 50 personnes. Aujourd'hui, vous êtes sortis, vous êtes allés dehors? Beaucoup de familles avec enfants, essentiellement des migrants et demandeurs d'asile. Dormir, it's bien. Merci beaucoup. Demande à ton papa s'il sait combien de temps vous allez rester ici. Ça dit ça au niveau de ma tête, ça t'a dit déjà. Surtout une date de 10 jours, ils ont dit. Ces personnes, s'il n'y avait pas le gymnase ouvert, elles seraient dehors, elles seraient éventuellement dans des squats, elles seraient dans des halls d'immeubles, elles vivraient comme le reste de l'année. Dans la nuit, le gymnase s'est rempli avec l'arrivée d'autres familles. À Lyon, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 6 degrés. Le froid et ses conséquences. On vous parle souvent dans ce journal de l'importance de l'isolation dans un logement. Julien Duponchel et Pascal Caron sont allés à la rencontre d'une habitante du 20e arrondissement de Paris. Son appartement est mal isolé. Conséquence, sa facture de chauffage et d'électricité est très importante, à tel point qu'aujourd'hui, elle est en situation de précarité énergétique. Regardez. Christelle de Longré loue 37 mètres carrés à Paris pour 1 100 € par mois. Depuis un an, la mauvaise isolation des pièces a causé des dégâts.
Ça engendre en fait de l'humidité, hein, vous voyez. Et là, les taches noires, qu'est-ce que c'est? C'est de la moisissure, c'est des champignons. De la moisissure présente dans tout son appartement. Donc dans la salle aussi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas du tout d'isolation au niveau des fenêtres. Si vous mettez la main, on sent l'air. Des fenêtres qui ne sont plus aux normes et une température à l'intérieur très basse. Alors, cette mère de 2 enfants a dû trouver des solutions. Donc ça, c'est ce que vous faites tous les matins? Oui, voilà. Donc je le pose là, je ferme la porte de la salle, et puis voilà. C'est votre seule solution pour avoir chaud dans votre appartement? Oui, franchement, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour avoir un bon coup de chaud. Je vous dis, à part le four, voilà. Une alternative qui a fait exploser sa facture d'électricité l'an dernier. On a pour le mois de janvier 410 €, pour le mois de mars 293 €. Soit plus de 1 000 € de facture en un an, un budget trop conséquent pour cette coiffeuse. Aujourd'hui, on n'a pas de petit plaisir à côté, quoi. Il faut payer les factures avant quoi que ce soit. Comme elle, au moins 5 millions de foyers souffrent de précarité énergétique. Un chiffre en augmentation selon la Fondation Abbé Pierre. Vous avez surtout une précarité des ressources des ménages qui s'est accentuée et donc des difficultés supplémentaires pour payer ces factures. Donc les personnes vont se priver, voire ne vont pas se chauffer pour faire face aux autres dépenses courantes. Des difficultés qui touchent essentiellement les plus âgés. La moitié des précaires énergétiques a plus de 60 ans. Et ce matin, 3 départements restent placés en vigilance orange par Météo France, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Alerte à la neige ainsi qu'au verglas. Prudence donc si vous devez prendre la route dans cette région. Théo Soumand, bonjour. Vous êtes, vous, dans le Var. Les premiers flocons commencent à tomber. On le voit derrière vous. Quelle est la situation sur la route? Est-ce que la neige tient, Thomas? Bonjour Nathanaël, oui, vous le voyez, la neige commence à s'accrocher au paysage varois, mais pas encore sur les routes où les conditions de circulation demeurent correctes. L'épisode neigeux a débuté faiblement ce matin dans les 3 départements placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à 22 h, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Mais vous le voyez, les chutes de neige devraient s'intensifier dans l'après-midi. On attend par exemple entre 5 et 10 cm dans le Var. Les préfectures ont interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les autoroutes A8 et A57 par précaution. Elle recommande également aux automobilistes de limiter leurs déplacements jusqu'à ce soir et la fin attendue de cet épisode neigeux, plutôt rare dans la région. Théo Soumand, sous la neige dans le Var. Merci beaucoup Théo. De la neige également en Italie. Rome est touché par cette vague de froid sibérien. C'est plutôt rare. Voilà 6 ans que cela n'était pas arrivé. La place Saint-Pierre avait ce matin une couleur plutôt inhabituelle. Le Vatican a même été le théâtre d'une bataille de boules de neige. François Baudonnet et Laura Tossiti sur place. Le Colisée en pleine tempête de neige. Toute la nuit et ce matin à Rome, de gros flocons tombent sur les monuments historiques. 15 cm de poudreuse, un événement rarissime dans la capitale italienne. À Rome, il ne faut pas qu'il neige parce que nous ne sommes pas prêts pour ça. Je n'ai jamais vu ça à Rome. C'est incroyable. La mère nature est devenue complètement folle. La fontaine de Trévi semble comme figée par le gel. Les touristes, d'habitude si nombreux, hésitent à sortir. Le Vatican et sa coupole présentent eux aussi un visage exceptionnel. La dernière fois qu'il a neigé ici, c'était il y a 6 ans. Et sur la place Saint-Pierre, il règne ce matin une ambiance tout à fait particulière, bien plus proche de celle d'une ambiance de station de ski que celle du recueillement qui est ici habituel. Nous assistons ainsi médusés à des batailles de boules de neige de séminaristes, de prêtres et de religieuses. Sur la place Saint-Pierre, les visiteurs n'en reviennent pas. Nous venons de l'Utah, aux États-Unis, où il neige souvent. Et ici, c'est presque plus que chez nous. On est parti de la France, de la Haute-Savoie en fait, où il y a de la neige et puis on cherche les pays chauds comme tous les retraités. Et puis voilà, on arrive à Rome, il neige, super, sympa. Tout est bloqué. Et on devait aller visiter aujourd'hui le Vatican et la chapelle Sixtine. Et du coup, tout est annulé.
Et Rome vit au ralenti. Les rues n'ont pas été déneigées, les écoles et les universités sont fermées, les transports en commun perturbés. Une nouvelle vague de neige est annoncée pour la nuit prochaine. Voilà, et pour aller encore plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre application ou sur notre site France Info. Et puis Anaïs Baïdami répondra à vos questions dans un chat organisé à 15h sur notre site. Et bien sûr, elle attend vos questions. Va-t-on vers un bras de fer entre la SNCF et le gouvernement ? Ce matin, Édouard Philippe a annoncé son intention de mettre fin au recrutement avec le statut de cheminot. Le Premier ministre a détaillé sa réforme. Il compte recourir aux ordonnances pour aller vite. Anaïs Barre avec Marie Cazot et Alain Locasio. Pour être sûr que le dossier soit clos avant l'été et les grands départs en vacances, le gouvernement a choisi de réformer la SNCF par ordonnance. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Les ordonnances travail ont prouvé que cette méthode ne confisquait aucunement le débat, bien au contraire. Et le calendrier est serré. Le projet de loi d'habilitation qui autorise les ordonnances sera présenté au Parlement mi-mars, pour une loi d'habilitation votée avant l'été. Une réforme par ordonnance, sauf si certains points font consensus lors de la concertation. Les syndicats dénoncent une méthode brutale. Ce gouvernement, comme les précédents, ne sait pas ce que c'est que le dialogue social. Au contraire, il passe en force. Et en fin de compte, évidemment, on ne va pas arriver à s'entendre. Donc évidemment, à la fin, ça passera par des ordonnances. On l'a vu avec la loi travail. Il n'y a aucune concertation et c'est toujours des passages en force. Des ordonnances pour réformer le statut de l'entreprise et mettre fin au statut des cheminots pour les futurs embauchés. Ils ne bénéficieront plus, par exemple, de la garantie d'emploi à vie. Inacceptable pour les syndicats qui promettent de se mobiliser. On ne recule devant rien, y compris sur le fait qu'effectivement, on appellera à la grève, y compris reconductible, parce que vraiment, aujourd'hui, se joue l'avenir du ferroviaire, se joue l'avenir des cheminots. En revanche, le gouvernement a décidé de ne pas s'attaquer aux petites lignes. Le rapport remis au gouvernement préconisait la fermeture de 9000 km parmi les liaisons les moins rentables. Et c'est Guillaume Darey que nous retrouvons en direct de Matignon. Bonjour Guillaume, pourquoi Édouard Philippe entend-il recourir aux ordonnances pour réformer la SNCF ? Alors c'est avant tout pour des raisons politiques, Nathanaël. Ça lui permet de donner le sentiment qu'il tranche, qu'il agit, qu'il réforme et qu'il ne cale pas, alors qu'Emmanuel Macron a promis, je cite, de transformer le pays. Alors il y aura bien discussion, il y aura bien négociation, a rassuré ce matin le Premier ministre, mais évidemment ça se fera avec cette épée de Damoclès des ordonnances. À noter aussi par ailleurs que si le gouvernement ne touche pas aux petites lignes, eh bien c'est là aussi un signal politique qui est envoyé cette fois-ci aux Français des zones rurales, une façon de leur dire que le gouvernement ne les oublie pas, alors qu'Emmanuel Macron est régulièrement accusé de délaisser les campagnes et d'être le président des grandes villes. Guillaume Darey en direct de Matignon. Merci beaucoup Guillaume. L'actualité à l'étranger. 4 personnes ont été tuées dans une explosion hier soir à Leicester, en Angleterre. L'origine de la déflagration dans un immeuble n'est pas encore connue, mais la police ne fait pas de lien avec une attaque terroriste. L'enquête débutera dès que le site ne présentera plus aucun danger. En Syrie, au moins 10 civils auraient été tués aujourd'hui dans des tirs attribués au régime de Bachar el-Assad sur l'enclave assiégée de la Ghouta orientale, et ce malgré la trêve réclamée par l'ONU. Une nouvelle attaque, tandis que d'autres soupçons pèsent sur l'utilisation d'armes chimiques lors de raids précédents. Attention, certaines des images commentées par Arnaud Comte sont susceptibles de heurter votre sensibilité. Dans la banlieue de Damas, les habitants de la Ghouta orientale tentent de survivre au bombardement du régime syrien et de son allié russe. Ces images auraient été tournées hier par les Casques Blancs, une association humanitaire présente dans l'enclave rebelle actuellement assiégée, en rouge sur cette carte. Selon l'opposition syrienne, plusieurs personnes, dont ces enfants, auraient souffert hier de suffocation. Des odeurs de chlore auraient été senties après un bombardement. Une nouvelle attaque chimique, affirment les rebelles.
Cet enfant a été conduit ici hier, le 25 février 2018. Il a été tué par suffocation après avoir inhalé un gaz toxique que nous ne pouvons pas identifier. Le régime de Bachar el-Assad n'a pas réagi à ces accusations infondées selon son allié russe. Ce matin, l'ONU appelle au respect de la trêve de 30 jours adoptée ce week-end à New York par le Conseil de sécurité. J'attends que cette résolution soit immédiatement appliquée et maintenue. En particulier pour que l'aide et les services humanitaires puissent être fournis immédiatement pour évacuer ceux qui sont gravement malades et les blessés. Un message qui ne semble pas entendu par le régime syrien. Ce matin, de nouveaux bombardements sur la Ghouta orientale ont été observés et filmés. Au moins 10 civils auraient été tués. Et puis ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président turc Recep Erdogan. Le président français lui a fait part de ses vives préoccupations sur la poursuite des attaques dans la Ghouta en Syrie. On va parler de l'emploi en France avec un secteur qui recrute, celui de l'agriculture biologique. En 2016, près de 120 000 personnes travaillaient dans cette filière, un chiffre en constante augmentation. On va voir pourquoi dans un instant avec Fanny Stenler, mais d'abord le reportage dans l'Hérault et en Charente-Maritime de Laurence Decherf et de Fabien Fougère. À Fos, dans l'Hérault, c'est la saison de la taille chez les vignerons. Quand il n'a pas le sécateur en main, Stéphane Paris arpente le vignoble sur son tracteur. Ici, les vignes sont bio. Après une formation de tractoriste et 18 mois de CDD, il vient d'être embauché. Il n'imaginait pas trouver si facilement. Moi, le travail dans le bio, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le travail conventionnel. Parce que justement, pas de produits phytosanitaires, pas de glyphosate, tout ça, c'est bien pour la santé, c'est bien pour nos enfants. Sur ce domaine bio, 4 salariés travaillent à plein temps. C'est au moins un poste de plus que dans une exploitation classique. Plus de travail d'observation sur le terrain, plus de travail mécanique ou manuel. Résultat, pour la patronne, un besoin supplémentaire de main-d'œuvre, notamment pour gérer les mauvaises herbes. Entre 50 et 60 jours de travail chaque année, alors qu'en conventionnel et avec un petit traitement chimique, ce serait 5 jours. C'est quand même différent. D'où le besoin en fait, d'embaucher ? D'où le besoin d'embaucher. On vient d'embaucher un second tractoriste, Stéphane, et qui était complètement nécessaire. Le bio, c'est plus 8% d'emplois chaque année depuis 4 ans. 2 sur 3 dans les fermes, 1 tiers dans la transformation et la distribution. Dans ce magasin bio de La Rochelle, on trouve tout type de produits alimentaires, fabriqués par la même entreprise dans plusieurs usines de France. Une gamme qui ne cesse de s'élargir. Les innovations, c'est en effervescence de manière permanente. C'est 250 nouveaux produits chaque année dans nos 12 unités de production en France. Car la demande des consommateurs en produits transformés est forte. Même les plats cuisinés ont fait leur apparition. Effectivement, au niveau des usages, on veut proposer des produits faciles à utiliser, notamment pour une clientèle nouvelle, urbaine, jeune, qui veut des produits pratiques et faciles à utiliser tous les soirs en rentrant à la maison. Résultat, avec 1300 salariés, ce groupe français ne cesse de recruter. 117 créations de postes l'an passé et autant prévues cette année dans tous les secteurs, côté fabrication, mais aussi côté recherche et développement. On va peut-être commencer d'abord par le lentilles quinoa soja, par exemple, c'est un peu plus acide. Donc Ses études à peine terminées, à 23 ans, Élise Chevalier vient de décrocher un CDI comme chef de produit, après un essai de 6 mois. Le bio, un domaine qu'elle recherchait. Les produits bio, aujourd'hui, c'est une forte tendance et des produits avec lesquels j'ai une certaine affinité. Donc pour moi, c'était cohérent par rapport à moi et à mon projet. L'activité liée au bio a permis la création de 32 500 emplois en 4 ans. Voilà un secteur qui recrute et qui se développe de plus en plus. Fanny Stenler, bonjour. Le boom du bio est lisible avec l'apparition notamment des magasins spécialisés. Il apparaît également
dans les chiffres. Eh bien oui, Nathanaël, à commencer par le chiffre d'affaires du bio en France qui ne s'est jamais aussi bien porté. 8 milliards d'euros en 2017, soit une hausse de 11,9% par rapport à 2016. Une montée en puissance qui s'explique notamment par l'augmentation du nombre de produits bio dans les rayons. Quasiment aujourd'hui, tous les supermarchés en proposent. Alors justement, ces produits, quels sont les aliments bio les plus consommés en France? Alors, largement en tête, ce sont les légumes secs, comme les pois chiches, qui représentent 33,7% des produits bio vendus. Viennent ensuite les fruits, 17,4%, et le miel, 14,8%. Il y a des produits qui, inversement, ne séduisent pas les consommateurs des aliments bio, qui ont moins de succès? Oui, contrairement peut-être aux idées reçues, les légumes frais bio, qui ne représentent que 5,3% de la consommation bio, et le lait de vache, 4,2%. Aujourd'hui, on trouve du bio partout, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Non, des moules bio, Nathanaël, est-ce que vous y avez déjà pensé? Sachez que ça existe. Elles sont même élevées en pleine mer. Elles sont plus grosses que les moules standards. Et puis, il existe aussi, et ça c'est tout nouveau, des huîtres bio. Alors, c'est encore très rare, puisqu'il n'y a que 2 exploitations en France qui ont obtenu le label. Et puis aussi du ketchup bio. Alors, peut-être pas pour mettre sur les huîtres ou les moules, c'est à vous de voir. Enfin, sachez que ça existe, même plusieurs marques en font. Avec des frites bio, par contre. Merci beaucoup, Fanny. Dans votre 13h, on va parler de votre santé maintenant, avec une pathologie qui frappe chaque année 140 000 personnes dans notre pays, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Je vous propose de découvrir notre reportage au CHU de Bordeaux, où les patients suivent un programme d'entraînement plutôt original, avec, vous allez le voir, des progrès rapides pour retrouver équilibre et motricité. Un reportage de Florence Bouquilla, Ambroise Duché et Élodie Delevoye. On va se mettre dans la pièce qui est juste ici. 2 mois après avoir fait un AVC, cette jeune femme souffre de problèmes d'équilibre et de concentration. Chaque jour, elle fait de la rééducation à l'aide de jeux vidéo. Aujourd'hui, elle doit faire des courses dans un supermarché, donc se souvenir de la liste des produits à acheter et les trouver. Cela mobilise sa mémoire et sa capacité à se repérer dans l'espace. L'entrée du magasin, là, elle est derrière nous. Elle est derrière nous. Les oranges, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans le magasin. Ce jeu est beaucoup plus qu'un jeu. C'est un exercice essentiel qui aidera Muriel Martin à se réapproprier les gestes de la vie quotidienne qu'elle va bientôt retrouver. Le fait de se mettre en situation aujourd'hui, de faire, de refaire, de refaire sans erreur et d'être efficace ne peut que l'aider à transférer ce qu'elle a acquis là, maintenant, dans ce type d'outil-là virtuel, dans quelque chose de réel. La réalité, par exemple, c'est reconnaître un chemin qu'on a déjà emprunté récemment. C'est le bon chemin ? Oui, elle a tout. C'est la 2e fois en quelques minutes que Muriel Martin visionne ce parcours. Elle est donc censée savoir où tourner, en faisant appel à ses facultés de concentration. C'est le bon chemin ou pas? Non. C'était à gauche. Oui. Il faut faire demi-tour. Ça permet qu'on comprenne qu'il y a un souci, quoi. Il y a des trucs qui sont partis, quoi. Là, vous vous en rendez compte? Oui, quand même. Quand on ne connaît pas, c'est pas évident de retrouver la route, quoi. On se revoit demain? Oui, ça marche. Ludique, la réalité virtuelle stimule à la fois les fonctions cognitives et motrices, par exemple avec cet exercice. La patiente fait du vélo en bord de mer. Cette fois, le but est d'anticiper les obstacles. Et voici un exemple étonnant avec ce simple logiciel destiné à améliorer l'équilibre. La patiente a un avatar. Dès que l'avatar lève la jambe, elle lève la jambe. À cet instant-là, le cerveau de Muriel Martin analyse les mouvements de l'avatar comme s'ils étaient les siens. Sa jambe à elle bouge aussi facilement que celle de l'avatar. Grâce à un système neuronal un peu particulier, le système des neurones miroirs, on sait que réaliser le geste ou simplement l'imaginer ou l'imiter et l'accompagner à travers quelqu'un d'autre ou un jeu virtuel, le cerveau va recevoir un message en retour comme s'il exécutait réellement le geste. Donc effectivement, c'est une façon un peu de leurrer le cerveau et de lui dire, de lui renvoyer une information comme quoi le geste est réalisable. Et la réalité virtuelle pour leurrer le cerveau et le rééduquer, ça marche.
La preuve avec James Mossoon, victime d'un AVC à 59 ans. Hémiplégique du côté gauche, il a failli ne jamais remarcher ni bouger son bras. Mais une volonté peu commune et 6 mois de rééducation intensive au CHU de Bordeaux lui ont redonné une bonne partie de sa mobilité. L'intérêt qu'il y a de cette rééducation virtuelle, c'est que vraiment, là où on pense ne rien pouvoir faire, eh bien, on peut faire les choses. Le succès dont il est le plus fier, pouvoir conduire à nouveau. Tout en télécommande avec une seule main. Avec un véhicule adapté, il a de nouveau la sensation d'être un homme libre. Voilà pour cette pathologie, première cause de handicap chez l'adulte en France. Jean-Daniel Flezaquier, bonjour. Alors, lorsque l'accident arrive, il faut faire vite, chaque minute compte, on le sait. Ensuite, on le sait moins, il y a la rééducation. Oui. Et là aussi, c'est important. Oui, et puis il faut faire vite, là aussi, je dirais, faire vite pour sortir de l'hôpital, parce qu'une fois les soins aigus passés, il faut très vite aller dans un centre de rééducation fonctionnelle où des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues vont prendre les gens en charge dans une véritable prise en charge pluridisciplinaire, parce qu'il faut vraiment un travail d'équipe dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces centres spécialisés, Jean-Daniel ? Alors, on fait tout pour favoriser le retour à la maison, comme ça, bien sûr, c'est possible. Ça veut dire qu'on va s'acharner, en quelque sorte, à faire en sorte que les gens retrouvent une partie de leur autonomie, la plus grande partie possible de leur autonomie, et notamment, on va travailler sur le langage et sur la marche, et dans certains centres, 80% des patients sortent en marchant, parfois avec un déambulateur, parfois avec une canne, mais sortent en marchant. Le problème, c'est qu'on manque beaucoup de centres en France et que ceux qui existent manquent aussi beaucoup de personnel. Alors, il n'y a pas assez de centres. Quelles sont les solutions ? Alors, il pourrait y en avoir plus et plus près de chez les patients. Il y a beaucoup de plateaux techniques en France dans certains départements qui ne demandent qu'à avoir des professionnels de santé formés pour que ça existe. Et puis il y a des expériences étrangères passionnantes où on fait rentrer très vite le malade chez lui et ce sont les intervenants qui viennent à domicile le rééduquer dans son cadre de vie. Le problème, là encore en France, c'est que les actes techniques des kinés ou des orthophonistes sont très mal payés, les déplacements encore plus mal, et que trouver des volontaires, ce serait compliqué. C'est tout à fait dommage parce que là, tout le monde, économiquement, socialement, psychologiquement, aurait à gagner avec des formules de ce type. Merci beaucoup Jean-Daniel, et je rappelle qu'on peut retrouver d'autres informations sur votre blog drjd.com. C'est voilà. Ça. Merci beaucoup Jean-Daniel. Une image, les Jeux Olympiques sont terminés, ils vous ont accompagné ces 2 dernières semaines sur France Télévisions. Les champions français sont de retour, la délégation doit atterrir à Lyon. Cet après-midi, les médaillés seront ensuite célébrés à Grenoble. Une fête est organisée dans la ville qui a accueilli les Jeux. C'était en 1968. Je rappelle qu'avec 15 médailles, la France a égalé à Pyeongchang son record aux Jeux d'hiver. Notre feuilleton, cette semaine, nous allons vous entraîner dans l'univers de Claude François. Voilà 40 ans qu'il est mort. C'était le 11 mars 1978. Le chanteur bénéficie toujours d'une cote de sympathie exceptionnelle. Un certain fan lui voue un véritable culte. Comment l'expliquer ? Vivien Roussel, Pascal Auger, Karim Hamed vous proposent une plongée parmi ceux qui font rythmer leur quotidien avec Claude François. Évoquer Claude François, c'est raconter une époque. Le 11 mars 1978, j'étais à la maison, j'étais en train de piquer à la machine, quand j'ai entendu cette annonce à la télévision. Et c'était un samedi donc, il faisait très très beau. J'étais donc avec mes parents chez moi, Danemois. Et j'arrive donc chez moi et je retrouve ma sœur en pleurs dans le jardin et je ne savais pas ce qui se passait. C'était comme j'y croyais pas en fait. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce soir donc, c'est la consternation pour des milliers de fans de Claude François. Le chanteur est mort, vous le savez sans doute déjà, cet après-midi vers 15h. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain. Les pompiers et les médecins, alertés aussitôt, n'ont pu le ranimer. Aussitôt connue la nouvelle de sa mort, des centaines d'admirateurs et d'admiratrices se sont précipités à son domicile parisien. Tu n'es plus là, mon Claude, mais je t'aimerai. Jusqu'au bout, sa vie aura déclenché l'hystérie. Des fans qui l'aimaient jusqu'à la déraison. Une empreinte laissée en seulement 16 ans de carrière. Lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager
papillon de ma jeunesse. 40 années ont passé, le monde n'a plus le même visage. Nos modes de vie non plus. Et pourtant, Claude François est solidement ancré dans le quotidien de certains. Eh bien, ça, c'est la plus grande toile qui existe en France, Claude François. Il n'y a pas plus grand à ma connaissance. Elle est vraiment extraordinaire, surtout par le fait que le visage est vraiment très très bien reproduit. Alors là, c'est la vitrine un peu caverne d'Ali Baba, enfin. Hein. Alors là, donc, tout n'est pas là, mais enfin, il y a quand même une belle représentation de ce qu'est Claude François. Il y a un peu de tout. Des bouteilles de la cave de Claude, 1956, bouteilles de whisky du bar, des bouteilles de parfum, des boutons de manchette, des tissus arrachés lors de ces galas. Et là, dessous, c'est les vinyles. Voilà, les 33 tours, les 45 tours. Jean-Claude Cacciadorian aime Claude François depuis tout jeune. Il y a 20 ans, il est devenu président du fan club. Portugais. Ça, c'est un des plus rares, voilà. Il est coté plus de 1000 €. Il a été édité au Liban en 1975. Il est vraiment très très rare. Italien. Ça, c'est Madagascar. C'est tout Madagascar. Il ne lui manque presque rien. Il a près de 500 vinyles. C'est vrai qu'il sortait au moins 3 albums par an de Claude. Hein. C'est quand même énorme. Hein, parce que quand tu vois maintenant que certains chanteurs, ils sortent un album tous les 5 ans, c'est quand même assez particulier. Et bien caché, des pépites. Jean-Claude Cacciadorian va nous faire écouter un de ses trésors. Hello, tell me, are you married? Un titre en anglais, prêt à être diffusé. Tell me, are you happy? La mort de l'artiste a laissé ce morceau dans l'ombre. C'est vrai que lorsqu'on a découvert ce titre, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire. On découvre des photos, on découvre des maquettes, on découvre des titres comme ça qui sont parfaitement finis, qui auraient pu faire partie de l'album. Il y a toujours à découvrir, toujours, c'est à l'infini. Autre inédit, un morceau en espagnol, créé 1 an avant sa mort. Beaucoup ont admiré la carrière de l'artiste, d'autres l'ont vécu d'un peu plus près. Ketty Sina est en haut, à gauche de l'écran. C'était ta chorégraphie préférée, celle-ci, non? Non, pas forcément, non. Claudette, elle a côtoyé le chanteur de 1976 à 1978. Aujourd'hui, elle partage ses souvenirs avec sa fille Diane. 2 années de danse, suffisant pour bouleverser son existence. Autant sur scène, j'adorais danser. Ouais, mais t'étais un peu je m'en foutiste. Ah ouais, le reste, les répétitions, j'étais en retard. Quand ça m'intéressait pas, je faisais pas d'effort. Mais sur scène, j'étais nickel. Il a rendu ma vie belle. Aujourd'hui, je peux dire que Claude a réellement décliné ma vie. J'avais 18 ans quand j'ai démarré avec lui. Et je veux dire, aujourd'hui, à 60 ans, il fait de plus en plus partie de ma vie. Paris va s'endormir avec une pointe de nostalgie. Des souvenirs lointains mais encore vivants, présents également dans un village à 60 km de là. Voilà, et la suite de ce feuilleton, bien sûr, demain. Tout de suite, la météo de Anaïs Baïdemir. À 20h, vous avez rendez-vous avec Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie qui recevra Édouard Philippe, le Premier ministre, reviendra notamment sur la réforme de la SNCF. Nous, on se quitte sur ces images du 14e festival de luge de la ville de Sioux City. C'est dans l'Iowa, aux États-Unis. Des luges artisanales de toutes les couleurs pour le plus grand plaisir des enfants. On se retrouve demain, toujours à 13h, toujours avec plaisir. Bonne journée sur France Télévisions.